Dans l'après-midi du 8 avril 1968, l'aéroport de Heathrow à Londres fonctionnait comme une horloge. Une brise d'ouest soufflait sur les pistes alors que la brume d'avril teintait la lumière du soleil d'or. Et l'aérodrome bourdonnait au rythme régulier des départs. Parmi les avions à réaction stationnés sur l'aire de trafic et se préparant au départ se trouvait un membre familier de la flotte de la British Overseas Airways Corporation, ou la BOAC, le puissant Boeing 707. Celui-ci portait l'immatriculation Golf Alfa Romeo Whiskey Echo. Et ce jour-là, il était prévu pour assurer le vol 712 à destination de Zurich, la première étape d'un service qui se poursuivrait avec plusieurs escales jusqu'à Sydney en Australie. Le Boeing 707 était alors devenu l'avion qui avait fait entrer pleinement le monde occidental dans l'ère du jet. Et celui-ci était un modèle plus récent, un Boeing 707-465. Les modèles 465 à moteur Rolls-Royce Conway étaient plus silencieux et propres que les premiers qui avaient rendu cet avion célèbre. En 1968, il formait l'épine dorsale du réseau long courrier de la compagnie. Golf Alfa Romeo Whiskey Echo avait 6 ans à l'époque, ce qui, aujourd'hui, semblerait récent, mais était alors déjà d'âge moyen. Selon les normes du 707, il avait déjà accumulé environ 21 000 heures de vol et 7 500 cycles de pressurisation. Et en plus de cela, il avait déjà été impliqué dans un incident grave. En 1967, ce même avion avait eu un incendie moteur en position 2 après un atterrissage à Honolulu. Mais cet incendie avait alors été rapidement maîtrisé, le moteur remplacé et l'avion remis en service. Cet événement n'était ni la cause ni lié à l'histoire. Je vais vous la raconter de toute façon, sous une forme ou une autre, mais cela plane toujours au-dessus comme un nuage sombre. L'équipage affecté au vol 712 était composé de membres expérimentés et bien assortis. Le pilote, ce jour-là, commandant de bord de 47 ans, était l'un des plus compétents de la British Overseas Airways Corporation, avec plus de 14 787 heures de vol. Il faut noter que seulement 1555 de ces heures concernaient le Boeing 707. À sa droite était assis le copilote. Et à l'âge de 32 ans, avec un peu moins de 5500 heures de vol au total et 2829 heures sur ce type d'appareil, il serait le pilote surveillant et s'occuperait également des tâches de navigation. L'ingénieur de vol de 35 ans serait responsable des systèmes de carburant, hydraulique et électricité. À cette époque, sans système de surveillance automatique, l'ingénieur de vol surveillait les mécanismes invisibles, assurant l'équilibre et la fiabilité du premier avion à 4 moteurs. Lors de ce vol, il comptait 6436 heures de vol, dont seulement 191 sur le 707. Maintenant, sur le siège d'observateur. Derrière eux, un pilote tchèque expérimenté observait et évaluait le commandant de bord lors d'un contrôle de compétences de routine. C'est une situation à laquelle nous, pilotes, sommes habitués et que nous considérons comme une journée normale. D'après mon expérience, il y a toujours des problèmes lors de ces contrôles en ligne. Et celui-ci n'allait pas faire exception à cette règle. Un second officier était aussi présent dans le cockpit, mais son rôle serait mineur ici. Quoi qu'il en soit, dans la cabine, 6 membres d'équipage étaient chargés de s'occuper des 116 passagers, dont beaucoup étaient en correspondance vers l'Extrême-Orient. Et parmi ces membres d'équipage se trouvait Barbara Jane Harrison, âgée de 22 ans, qui entamait sa 2e année avec la compagnie aérienne, connue pour son calme et son sourire rapide. Habituellement, je ne cite pas les membres d'équipage dans ces histoires, mais j'ai estimé que Barbara méritait une exception, pour des raisons que vous comprendrez bientôt. Quoi qu'il en soit, la route prévue du vol 712 était vraiment particulière selon les standards d'aujourd'hui. Partant de Londres, il passait par Zurich, puis rejoignait Tel Aviv, Téhéran, Mumbai, Singapour et terminait à Sydney. Ainsi, avec un total de 6 segments, il parcourait 10 000 miles répartis sur près de 2 jours. Le Boeing 707 pouvait traverser les océans, mais pas faire le tour du monde sans escale pour ravitaillement. Ainsi, les équipages se relayaient par étapes, tandis que les passagers passaient leurs escales dans des hôtels de transit, qui servaient de point de passage dans la toute nouvelle ère du jet. Aujourd'hui, le même voyage ne demanderait qu'une escale, sans doute au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est, et durerait un peu plus de 20 heures du départ à l'arrivée.
En 1968, l'itinéraire en 2 jours de la British Overseas Airways Corporation était déjà une nette amélioration sur le passé. Avant l'arrivée des avions à réaction, le même trajet Londres-Sydney prenait près de 4 jours à bord d'un Constellation à hélice, avec 15 escales et des équipages qui changeaient tous les quelques tronçons. Ainsi, le 707 avait réduit ce voyage de moitié et offrait aux passagers un trajet confortable et pressurisé au-dessus des intempéries. C'était la première fois que de telles distances semblaient réalisables, plutôt qu'héroïques. À cette époque, la technologie permettait aux avions de voyager à travers le monde, mais elle restait assez limitée pour que chaque étape soit perçue comme un défi par les équipages. Chaque vol de Heathrow vers l'Extrême-Orient demandait beaucoup d'efforts, et les équipages de l'époque devaient constamment relever le défi sous la forme de pannes techniques et de perturbations. Rien ne distinguait en soi le vol 712. Les passagers sont montés par des escaliers mobiles, les portes ont vite été fermées et le 707 a reçu l'autorisation de rouler vers la piste 28 gauche, piste de départ vers l'ouest utilisée par presque tous les avions cet après-midi-là. Le poids de l'appareil était jugé modéré et conforme aux limites. Le temps était magnifique et les 4 moteurs Rolls-Royce Conway de l'appareil tournaient au ralenti en douceur pendant que l'équipage effectuait la checklist avant le décollage. Pendant ce temps, le commandant surveillait ses instruments et nota la stabilité de la pression d'huile. Les températures moteurs étaient normales. Tous les systèmes fonctionnaient dans les limites prévues. Parce que, comme je l'ai dit, on ne savait jamais vraiment. Derrière lui, le commandant tchèque consignait précisément l'exécution des ordres sur ses documents de vérification. Jusqu'à présent, tout se passait très bien, pendant qu'il roulait vers la piste. L'ingénieur de vol a réglé le système d'air de prélèvement et confirmé la fermeture des 4 vannes anti-givrage, car la température était bien au-dessus de 0. Quelques minutes plus tard, le contrôleur aérien a autorisé le vol 712 à s'aligner et attendre, tout semblait normal. Lorsque le commandant de bord a ensuite relâché les freins et avancé les manettes de poussée, les moteurs sont montés en régime avec leur rugissement feutré caractéristique, produisant bientôt 80 000 livres de poussée contre la brume printanière, accélérant le magnifique avion sur la piste. Le copilote a finalement annoncé V1 rotation, ce qui a amené le commandant de bord à tirer doucement sur le manche à balai. Le rutilant 707 s'est élevé normalement dans le ciel de Londres, rentrant son train d'atterrissage alors que la ville défilait en dessous. À l'arrière, Harrison et ses collègues sécurisaient les chariots de cuisine pour préparer le premier service de repas. Les passagers, surtout des voyageurs d'affaires, des familles et quelques membres du clergé en route vers la Suisse, ressentaient la vibration des 4 moteurs tandis que les champs verts du Surrey défilaient sous eux. Pour beaucoup d'entre eux, c'était la toute première fois qu'ils prenaient l'avion, et encore plus à bord d'un jet. Et il est en fait fascinant de penser à quel point nous avons progressé technologiquement depuis cette époque. Nos progrès ne sont pas tous positifs. Réfléchissez simplement à la part numérique de votre vie. Chaque nouveau compte, newsletter, inscription ou achat laisse une trace derrière vous. Sauf que ce n'est plus du papier, c'est des données. Et ces données sont probablement en train d'être vendues en ce moment même aux plus offrants par des entreprises dont vous n'avez même jamais entendu parler, des entreprises appelées courtiers en données. Ce qu'ils font est en réalité parfaitement légal, aussi horrible que cela puisse paraître. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez facilement les arrêter et leur demander d'effacer vos données de leur service. À ce stade, tout semblait parfaitement normal, mais pourtant, à l'intérieur du moteur numéro 2, sur l'aile gauche, une fissure silencieuse avait commencé à s'agrandir. Il s'agissait d'une fissure microscopique, apparue des années plus tôt dans le 5e étage du compresseur basse pression. Et elle avait probablement grandi à chaque cycle de poussée et de vibration, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'à quelques millimètres de devenir critique. Alors que le 707 montait à 1500 pieds et franchissait la limite ouest de Heathrow, le commandant demanda le début des checklists après décollage. L'ingénieur se pencha vers son panneau, examinant les jauges qui semblaient pour l'instant normales. Mais ce calme fut soudainement interrompu par une violente détonation. Dans le moteur numéro 2, le disque du compresseur basse pression du 5e étage avait atteint sa limite et s'était fracturé en plusieurs fragments. Et pour bien comprendre ce que cela signifie, imaginez le compresseur basse pression comme la moitié avant du moteur, contenant une série de disques rotatifs, chacun portant des aubes qui aspirent l'air et le compressent avant qu'il n'atteigne la chambre de combustion.
Le 5e étage est situé en profondeur dans cette section, tournant à des milliers de tours par minute sur le même arbre que le ventilateur avant. Et son rôle était de comprimer davantage l'air et de l'acheminer vers le compresseur haute pression. Chaque étage fonctionne comme un relais, transmettant l'air au suivant à des pressions de plus en plus élevées. Ces disques, faits d'un alliage très résistant, subissaient une pression immense et des cycles constants de chaleur, de contrainte et de vibration. Des fissures microscopiques pouvaient apparaître avec le temps, mais les inspections régulières les détectaient avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Ici, une fissure était clairement passée inaperçue, enfouie dans le métal. Les enquêteurs n'ont jamais pu expliquer précisément la défaillance de ce disque, mais le schéma fracturaire indiquait un processus de fatigue à long terme, sans préciser son origine. L'explication la plus probable était des vibrations excessives à l'intérieur du noyau, peut-être causées par un léger déséquilibre ou une résonance qui s'est accumulée au fil du temps. Comme mentionné plus tôt, c'était le début de l'ère de la propulsion à réaction, quand les ingénieurs découvraient comment les vibrations et contraintes cycliques pouvaient lentement détruire le métal de l'intérieur. La science de la fatigue et de l'analyse des vibrations, aujourd'hui considérées comme acquises, n'existait pas à l'époque. Et cela simplement parce que ces leçons n'avaient pas encore été apprises. Quoi qu'il en soit, lorsque l'étage du compresseur a finalement cédé, le disque s'est désintégré de façon catastrophique à pleine vitesse. Cela a projeté ces éclats de métal à travers le carter du moteur avec une force énorme. Dans un monde idéal, une pièce défaillante resterait piégée à l'intérieur du carter en acier épais du moteur. C'est ce que les ingénieurs appellent une panne moteur contenue. Et c'est ce qu'exige en fait la certification du moteur. Mais dans ce cas précis, cela n'a pas fonctionné comme prévu. Au lieu de cela, lorsque des morceaux du disque du compresseur ont traversé le carter, cela a provoqué une panne moteur non contenue, situation bien plus dangereuse. Vous voyez, ces fragments agissent comme des projectiles à grande vitesse capables de sectionner des conduites de carburant hydraulique ou électrique, et même de traverser l'aile elle-même. Cet incident a révélé que l'anneau de confinement des premiers moteurs Royal SROUS n'était pas assez solide pour stopper une telle défaillance. Ainsi, lorsque le disque s'est brisé, des morceaux ont alors traversé le carter du compresseur, sectionné les conduites d'huile et de carburant et arraché des parties du capot moteur droit, dégagées avant de retourner dans le flux d'air. Ainsi, ce qui était quelques secondes avant un moteur normal n'était plus qu'une carcasse déformée laissant fuir huile et carburant, et bientôt aussi le feu. Lorsque l'explosion a rompu la conduite principale, le carburant pour réacteur s'est pulvérisé directement dans la section centrale chaude du moteur. Cela a immédiatement enflammé le carburant, provoquant des flammes qui jaillissaient à l'arrière de la nacelle. Les flammes sont remontées le long du pylône, se nourrissant ensuite de la peinture et de la peau en aluminium, finissant par lécher également le dessous de l'aile. Ce feu brûlait comme un chalumeau, alimenté par des dizaines de litres de carburant par minute pompés dans la conduite ouverte. Dans la cabine, passagers et équipage avaient ressenti et entendu l'explosion. Et ceux assis du côté gauche de la cabine pouvaient maintenant regarder dehors et voir une immense traînée de feu derrière l'aile. Dans le cockpit, les pilotes ont aussi entendu cela et senti l'avion virer légèrement à gauche quand le moteur numéro 2 a cessé de pousser. Et sur le panneau de l'ingénieur de vol, tous les instruments du moteur numéro 2 affichaient désormais des valeurs en baisse. Le commandant de bord, pilote en fonction, a réagi immédiatement. Il a fermé la manette de poussée du moteur numéro 2 et a demandé la procédure de panne moteur que les 3 membres de l'équipage connaissaient parfaitement. Le train d'atterrissage était déjà rentré quand la manette de poussée du moteur numéro 2 a été mise au ralenti. Cela a déclenché une alarme du train d'atterrissage accompagnée d'un signal sonore fort dans le cockpit. Le commandant de bord, le copilote et le commandant vérificateur se sont penchés ensemble pour la faire taire, et c'est le commandant de bord qui a réussi à appuyer sur le bon bouton. Mais dans la confusion, le copilote avait tendu la main au-delà et appuyé sur le bouton d'à côté, qui était le bouton d'annulation de la cloche d'alarme incendie. Ainsi, lorsque les circuits d'alarme incendie moteur ont finalement détecté les flammes et tenté d'activer l'alarme, la cloche incendie ne s'est jamais déclenchée. Ainsi, le seul signe de l'incendie est alors devenu le voyant rouge allumé du feu moteur numéro 2, situé à côté de la manette de coupure.
Si cette manette avait été tirée, elle aurait fermé les vannes de carburant et d'hydraulique du moteur et armé les bouteilles d'extincteur. Mais l'ingénieur de vol, qui s'apprêtait initialement à la saisir, hésita alors une seconde, puis retira sa main. Il a probablement fait cela parce qu'à ce moment-là, il pensait qu'ils étaient encore en train d'effectuer la checklist de panne moteur, ce qui ne demandait pas de tirer cette manette. Et il n'a pas non plus entendu de cloche d'alarme incendie qui aurait indiqué le contraire. Maintenant, la manette était illuminée, mais un peu de doute et de confusion ont suffi pour qu'une chaîne de défaillance critique commence. Je tiens à mentionner ici que ce qui s'est passé exactement à ce moment-là constitue la base de plusieurs de nos techniques de gestion des pannes les plus importantes dans les cockpits modernes. Par exemple, nous ne couperons aucune alarme sans l'annoncer clairement et nous assurer que tous les autres pilotes la confirment. Et aujourd'hui, le pilote en fonction demanderait à ses collègues de confirmer la panne, et pas seulement de demander une checklist. Mais comme je l'ai dit, c'était le début de l'ère du jet. Quelques secondes plus tard, le commandant de bord tchèque au poste d'observateur a regardé par sa fenêtre latérale et a vu un spectacle terrifiant. Le moteur était en feu, les flammes se propageant vite sur le pylône et sous l'aile. Il a crié « Bon sang, l'aile est en feu !» Ce qui a fait comprendre à ses collègues qu'ils étaient confrontés non pas à une simple panne, mais à un grave incendie en vol. Le commandant de bord a aussitôt ordonné la procédure d'incendie moteur. Mais souvenez-vous, l'ingénieur de vol avait déjà exécuté certaines étapes de la procédure de panne moteur à ce moment-là, une procédure très similaire à celle d'incendie, à une exception près. Le copilote a alors lancé un appel Mayday à la tour de contrôle de Heathrow. Speedbird 712, incendie moteur, retour au terrain. Le contrôleur aérien à Heathrow a aussitôt accusé réception. Il a déclenché l'alarme de crash de l'aéroport, évacué les avions du circuit et ordonné aux appareils en approche de remettre les gaz. Pendant ce temps, l'ingénieur de vol était passé à la checklist incendie qui était divisée en phase 1 et phase 2. La phase 1 comprenait des actions à effectuer immédiatement de mémoire, tandis que la phase 2 contenait des actions à lire et à exécuter à partir d'une carte de checklist spéciale. Ayant déjà effectué ce qu'il pensait être la phase 1 de mémoire, il ouvrit maintenant la carte imprimée et poursuivit avec la phase 2. Mais il n'avait pas réalisé que la première phase de l'exercice d'incendie incluait une étape cruciale supplémentaire. Tirer la poignée d'incendie. Cette étape n'avait jamais été effectuée. Il y a pensé alors qu'il effectuait encore l'exercice de panne moteur, mais il s'est ensuite arrêté, tu te souviens. Et cela s'est probablement transformé en un souvenir de l'avoir réellement fait et il n'a jamais baissé les yeux pour voir que l'interrupteur était en fait toujours en position normale. Cela signifiait donc que la vanne de coupure de carburant dans l'aile est restée ouverte, avec la pompe à carburant continuant d'alimenter la conduite rompue à pleine pression. Encore une fois, c'est pour cela qu'aujourd'hui, même avec les items mémoriels, nous devons toujours commencer cette procédure en lisant les items mémoriels pour vérifier qu'ils ont bien été effectués correctement. L'esprit humain et la mémoire sont tellement vulnérables aux oublis, surtout sous stress, qu'on ne peut pas s'y fier. De retour sur l'aile gauche. Le système d'extinction automatique à l'intérieur du moteur venait de libérer une bouteille d'agent extincteur avec un gaz inerte dans la nacelle. Mais avec un flux constant de carburant qui continuait de s'écouler, l'extincteur a été immédiatement submergé et n'a jamais pu agir. Des témoins au sol ont vu une traînée de flammes oranges derrière l'aile gauche du 707 alors qu'il passait à toute vitesse au-dessus d'eux. Alors que l'incendie s'intensifiait, l'avion tournait à gauche pour revenir à l'aéroport. Dans la cabine, la chaleur de l'incendie commençait maintenant à se diffuser à travers l'enveloppe de l'aile, et dans le poste de pilotage, la charge de travail était évidemment immense. Le commandant s'est concentré sur le contrôle de l'avion et a examiné les options disponibles. Le copilote surveillait les instruments et communiquait avec le contrôleur aérien. L'ingénieur de vol, après avoir consulté les listes d'urgence, vérifiait les moteurs. Celui du numéro 2 indiquait déjà 0. Cependant, l'incendie faisait toujours rage. Environ 2 minutes après la panne initiale, la chaleur extrême avait affaibli le pylône du moteur au point qu'il ne pouvait plus supporter le poids du moteur. À ce moment, le commandant faisait demi-tour vers Heathrow et pilotait aussi l'avion en manuel. Il gardait l'avion stable grâce à une poussée asymétrique et une pression sur la gouverne de direction à droite pour compenser la traînée de l'aile en feu.
Avec l'avion stabilisé à environ 3000 pieds et presque aligné sur un cap direct vers l'aéroport, la nacelle du moteur intérieur gauche a finalement cédé. Dans un bruit métallique sec, le moteur numéro 2 s'est détaché net de l'aile, arrachant ses boulons de fixation et ses connexions de carburant. Il est ensuite tombé dans la campagne ouverte en contrebas, s'écrasant dans une gravière inondée près de Racebury, heureusement sans heurter de bâtiments ni de personnes au sol. Le commandant de bord a perçu un léger changement dans les commandes, sans comprendre ce qui venait de se passer. La perte soudaine de poids et de traînée du côté gauche a brièvement rendu l'avion plus réactif. Mais l'incendie a continué de faire rage, désormais alimenté par la conduite de carburant ouverte qui pompait des centaines de litres de kérosène dans le vide laissé par le moteur. Dans le cockpit, les pilotes géraient frénétiquement l'urgence. Le voyant d'incendie, qui était allumé jusqu'à présent, s'est probablement éteint lorsque le moteur est tombé. Mais il n'y a eu aucun changement de vibration ou de maniabilité qui aurait clairement indiqué la perte du moteur. Le commandant a d'abord gardé l'avion à environ 3000 pieds et le contrôleur a indiqué que toutes les pistes étaient disponibles. Il leur a d'abord permis d'atterrir sur la piste 28 gauche qu'ils venaient de quitter. Mais cela aurait nécessité un long circuit pour revenir, ce qui aurait signifié plus de temps d'envol avec l'aile en feu. Et comme je l'ai déjà mentionné ici sur la chaîne, un avion en feu ne restera pas en l'air très longtemps avant de commencer à perdre son intégrité structurelle critique. Face à l'aggravation de l'incendie, l'équipage a choisi d'atterrir sur la piste 05 droite, bien plus proche mais aussi plus courte. Sans aucun système d'atterrissage aux instruments pour les aider, mais au moins la météo était bonne. À ce stade, la situation sur l'aile devenait critique, les flammes s'étant désormais propagées à la structure interne de l'aile, près du longeron principal. Là-dedans, la chaleur faisait fondre les câblages et les conduites hydrauliques, tout en menaçant l'intégrité du système de volet. Il ne restait donc plus que quelques minutes avant que l'aile elle-même ne commence à céder. Mais l'avion restait encore contrôlable, avec les 3 autres moteurs fonctionnant normalement et la pression hydraulique maintenue. Le commandant de bord commença donc à configurer l'avion pour l'approche. Il prit soin de ne pas sortir les volets trop tôt, au cas où la traînée supplémentaire provoquerait davantage de contraintes structurelles sur l'aile. Alors qu'ils approchèrent de la piste 05 droite. L'équipage effectua les vérifications d'atterrissage, l'ingénieur de vol confirmant que l'alimentation électrique et hydraulique était maintenue par les moteurs restants. Le transfert de carburant vers les réservoirs extérieurs a aussi été stoppé pour limiter le poids du côté en feu. Comme les dommages à l'aile gauche pouvaient avoir touché les commandes des volets, le commandant ordonna une extension progressive, surveillant toute vibration ou fluctuation hydraulique. Au début, les volets se sont déplacés en douceur, mais ensuite, lorsqu'ils ont dépassé 47 degrés, le mouvement s'est soudainement arrêté. L'ingénieur de vol a indiqué que l'indicateur des volets était figé, sans doute à cause de conduites hydrauliques brûlées à gauche. Ou parce que, la poignée d'incendie n'ayant pas été tirée, le liquide hydraulique s'écoulait aussi par le nouveau trou, risquant de vider cette partie du système. Vous voyez, la poignée d'incendie remplie de nombreuses fonctions différentes et fermer les vannes d'arrêt de carburant et d'hydraulique n'en étaient que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, les pilotes avaient au moins réussi à sortir un peu de volet, et ils savaient qu'ils n'auraient probablement qu'une seule chance d'atterrir, donc 47 degrés de volet devraient suffire. Le contrôleur aérien les a autorisés à atterrir à leur propre discrétion, tout en informant l'équipage que les véhicules de secours et de sauvetage étaient prêts à intervenir pour eux. Et depuis sa position dans la tour, le contrôleur pouvait clairement voir le feu continuer à s'échapper de la partie intérieure de l'aile gauche. Il a informé l'équipage, qui savait déjà que l'incendie à bord restait intense. À l'intérieur de la cabine, les passagers regardaient avec horreur, beaucoup se penchant loin des hublots lumineux du côté gauche. Les agents de bord les maintenaient en place, criant des instructions malgré le bruit, et se préparaient à un atterrissage d'urgence avec seulement quelques minutes pour se préparer. Heureusement, malgré la chaleur dehors, aucune fumée n'était visible dans la cabine à ce moment-là. Le système de pressurisation restait intact et le flux d'air empêchait les fumées d'entrer. Alors que l'avion s'alignait en finale, la vitesse s'est stabilisée à 160 nœuds et le commandant a assuré une descente douce pour éviter des charges soudaines sur la structure endommagée. L'approche elle-même n'était pas particulièrement facile. Pour atteindre la 05 droite,
Le commandant a dû effectuer manuellement un virage à gauche descendant de près de 270 degrés, en maintenant juste la bonne quantité de poussée sur les 3 moteurs restants afin d'équilibrer la traînée asymétrique provenant de l'aile en feu. C'était un chef-d'œuvre de gestion de l'énergie, entièrement piloté au ressenti et à l'instinct. L'ingénieur de vol vérifia maintenant que le système antidérapage était armé. C'est un système similaire à l'ABS sur votre voiture, qui empêche les roues de se bloquer, ainsi que le système hydraulique A. La pression qui contrôlait leurs freins et le train d'atterrissage est restée à 3000 PSI. En franchissant le seuil, le commandant de bord a ramené les manettes de poussée en arrière, puis a effectué une ressource parfaitement synchronisée. L'avion a atterri fermement à environ 800 pieds du début de la piste, sur l'axe central, puis a aussitôt décéléré. Le commandant de bord a essentiellement appuyé sur les freins aussi fort qu'il le pouvait, tout en annonçant « reverse plein ». Le copilote a alors activé les inverseurs de poussée sur les moteurs 1 et 4 situés à l'extérieur de chaque aile. Ensemble, tout cela a fait que l'avion a commencé à ralentir rapidement. Bien que l'équipage ait réussi à poser l'avion endommagé à Heathrow grâce à un pilotage et un travail d'équipe remarquable, l'épreuve n'était pas terminée. L'enfer ardent à l'extérieur menaçait désormais tous les occupants à bord. L'équipage devait désormais faire évacuer tous les passagers et eux-mêmes rapidement, puis les éloigner au maximum de l'avion. Le commandant a serré le frein de parc et lancé la checklist incendie moteur après l'atterrissage. Il a ensuite tendu la main pour tirer les poignées d'incendie des 4 moteurs, mais pour une raison inconnue, il ne l'a finalement jamais fait. Peut-être parce qu'il a été distrait par le chaos qui régnait désormais dans la cabine. Nous ne le saurons jamais vraiment. Mais cela signifiait aussi que, même lorsqu'il se préparait à évacuer, le système d'alimentation du moteur numéro 2 fonctionnait toujours. Déversant de plus en plus de carburant sur l'incendie qui prenait de l'ampleur, les pompiers de l'aéroport, déjà envoyés après le premier Mayday, arrivaient aux 2 extrémités de la piste. Les premiers véhicules de la caserne numéro 2 sont arrivés près de l'avion en moins d'1 minute après l'atterrissage. Mais la visibilité était très mauvaise à cause de l'épaisse fumée, ce qui rendait difficile de savoir par où les passagers évacuaient. L'incendie était déjà immense à ce stade, s'intensifiant rapidement et se propageant au-delà de l'aile gauche vers le fuselage. Les 2 véhicules d'extinction à mousse se sont placés derrière la queue, mettant toutefois le foyer principal hors de portée des canons sur le toit. De plus, les vieux camions de pompiers ne pouvaient ni se déplacer ni pomper la mousse simultanément, ce qui limitait fortement leur efficacité. Cela rendait le repositionnement vers de meilleures positions très lent et peu pratique. À l'intérieur de l'avion, l'évacuation avait commencé presque simultanément, dès que l'avion s'est complètement arrêté. Dans le poste de pilotage, l'ordre du commandant de bord d'évacuer a été relayé par le chef de cabine via le système de sonorisation, et l'équipage de cabine avant est immédiatement passé à l'action, même avant que les moteurs ne soient complètement arrêtés. Mais quelques secondes plus tard, une énorme explosion de carburant non brûlé a traversé le tarmac, projetant des morceaux de moteur et d'ailes vers le haut et vers l'extérieur. Les pompiers se sont réfugiés tandis que des débris métalliques en feu tombaient sur eux. À l'intérieur de l'avion, le plancher a tremblé si fort que les passagers en file ont perdu l'équilibre. Le personnel navigant a armé le toboggan et ouvert la porte avant gauche immédiatement. Rappelez-vous, cela se passait avant la règle imposant d'armer les toboggans avant le départ. Le toboggan s'est finalement déployé correctement, mais au moment même où il s'est gonflé. La chaleur intense provenant de l'aile en feu a commencé à faire fondre le matériau. En quelques secondes, des fragments d'aluminium et du carburant en feu de l'aile gauche ont enflammé le tissu, le rendant inutilisable. Et le personnel de cabine présent a alors crié à tout le monde de se diriger vers la sortie du côté droit à la place. À cette porte, le toboggan s'est bien déployé et est devenu la principale issue de secours. Le chef de cabine et un autre membre d'équipage se sont placés là. L'un dirigeait les passagers vers la sortie, l'autre stabilisait le toboggan et aidait à la descente. Les premiers passagers à sortir étaient ceux assis le plus près de l'avant, qui se sont déplacés rapidement mais sans panique. Mais lorsque les gens ont commencé à voir le toboggan, plusieurs passagers se sont précipités en avant, créant un embouteillage momentané à cet endroit. Mais l'équipage de cabine a géré la situation efficacement en faisant alterner les rangées et en criant par-dessus le bruit croissant de l'incendie pour maintenir un flux régulier de passagers. Ainsi, en moins de 30 secondes, les passagers glissaient par la sortie, 2 par 2.
Les deux issues de secours, situées au-dessus des ailes, du côté droit, ont également été ouvertes par des passagers, suivant les instructions criées par l'équipage. Les portes sont alors tombées sur l'aile, comme prévu dans la conception, et plusieurs passagers sont sortis par là. Ils ont ensuite glissé ou sauté depuis les volets de bord de fuite jusqu'au tarmac. C'était une chute de 2 mètres, ce qui a causé à beaucoup d'entre eux des blessures légères au passage. Je veux m'arrêter ici pour souligner que c'est pourquoi nous avons du personnel de cabine à bord. Ils sont là pour gérer certaines des situations les plus stressantes imaginables et maximiser les chances de survie de tous les passagers dans la cabine lors des évacuations et des urgences en vol comme celle-ci. Et cela vaut la peine d'être gardé à l'esprit chaque fois que vous montez à bord d'un avion et que vous êtes accueillis par leur sourire. En moins de 40 secondes, près de 80 passagers étaient sortis par la porte avant droite et les issues au-dessus des ailes. Mais la situation à l'arrière de la cabine se détériorait désormais beaucoup plus rapidement. L'explosion initiale de l'aile gauche avait fissuré le plancher de la cabine près de la cuisine arrière, ce qui avait permis à la chaleur et à la fumée de pénétrer dans le fuselage à cet endroit. Quand les passagers de l'avant arrivaient à la cuisine arrière pour évacuer, les parois étaient déjà brûlantes au toucher et une fumée noire et suffocante s'infiltrait par les interstices des panneaux de plancher. À la porte arrière droite, l'un des membres d'équipage de cabine a armé et ouvert l'issue dès qu'il a reçu l'ordre d'évacuation. Le toboggan s'est déployé, mais n'a pas réussi à se gonfler entièrement. Sans hésiter, il a sauté sur le toboggan à moitié gonflé, atterrissant violemment sur la piste. Lorsqu'il s'est relevé, il a tenté de redresser et de maintenir le toboggan droit, invitant les passagers à descendre. Quelques-uns l'ont suivi, glissant ou sautant après lui, et lorsque le flux de passagers a commencé. Il a alors essayé de remonter pour aider ses collègues, mais il s'est rendu compte qu'il ne le pouvait pas, car la chaleur et la hauteur de la montée rendaient cela tout simplement impossible. Et cela a laissé l'arrière de la cabine entre les mains de Barbara Jane Harrison, âgée de 22 ans, qui avait été postée à la porte opposée. La sortie arrière gauche était inutilisable à cause de l'incendie. La surface extérieure près de la porte était déjà brûlante à cause de la chaleur, et la poignée était trop chaude pour être touchée. Harrison l'a donc immédiatement abandonné et a plutôt concentré ses efforts sur la sortie restante utilisable. La visibilité baissait vite, les passagers arrière voyaient des flammes par les fenêtres de gauche et les lumières de plafond faiblissaient à mesure que les circuits tombaient en panne. Les allées étaient encombrées par des gens avançant lentement, freinés par d'autres récupérant leurs bagages dans l'étroit passage. Harrison criait par-dessus le vacarme, les incitant à aller vers la porte de droite. Et elle s'est rapidement placée près de l'issue de secours, alternant entre le maintien du toboggan partiellement gonflé et le fait de guider physiquement les passagers vers la sortie par la porte. 5 passagers seulement ont pu monter sur le toboggan avant qu'il ne se dégonfle sous l'effet de la chaleur. Mais même après cela, Harrison a continué à faire sortir les gens en les encourageant à sauter. Des témoins ont rapporté qu'elle poussait les gens dehors quand ils restaient bloqués à la porte, les rassurant malgré les flammes visibles derrière elle. Une mère avec 2 enfants a hésité, alors Harrison a pris un enfant sous chaque bras, les aidant tous les 2 à descendre ensemble avant de retourner chercher la personne suivante. À ce moment-là, la couche de fumée dans la cabine était descendue en dessous du niveau de la tête, si bien que ceux qui étaient encore assis dans les dernières rangées pouvaient à peine voir les lumières de l'allée. Et Harrison est retourné vers eux en courant, leur criant d'avancer. Certains passagers ont rampé sous la fumée, d'autres se sont simplement dirigés vers le son de sa voix. Et chaque fois qu'elle avait guidé quelques personnes de plus vers la sortie, elle retournait ensuite dans la cabine remplie de fumée. Les passagers au centre de la cabine entendirent des claquements répétés quand les conduites hydrauliques éclataient dans l'aile. Après cela, la température dans la cabine a fortement augmenté. Les raccords en plastique ont commencé à fondre et l'odeur des matériaux en train de brûler est devenue insupportable. Mais Barbara Jane Harrison a continué à travailler à la porte arrière, son uniforme noirci par la fumée. Toutes les quelques secondes, un autre éclair provenant de l'aile illuminait la cabine, et alors qu'elle aidait un homme à passer par la sortie. Une nappe de flammes a traversé l'extérieur du fuselage, brûlant le tissu du toboggan et l'enflammant partiellement. Elle n'a cessé de frapper les flammes avec ses mains pour les maintenir à distance, suffisamment longtemps pour permettre à 2 autres passagers de s'échapper. Après cela, le toboggan, affaibli par la chaleur, a commencé à s'affaisser vers le sol. Pendant que cela se produisait, l'un des autres membres d'équipage a essayé de faire signe à Harrison de sortir, mais elle n'a pas répondu.
Elle était encore occupée avec les derniers passagers à l'intérieur. Après une minute, presque tous les passagers à l'avant des issues sur l'aile avaient évacué une fois l'avion arrêté. Les derniers à partir furent les passagers de la cabine arrière, tous guidés par Barbara Harrison. Plus tard, ils l'ont qualifiée de calme, digne et directe. Elle disait « Allez, avancez, sautez ». Ce n'est qu'une petite chute, même lorsque la fumée commençait à l'envelopper. Peu après, un violent mur de flammes a envahi l'arrière de la cuisine, remplissant tout l'espace. La force de l'explosion a décroché des panneaux du plafond et a projeté une vague d'air surchauffé vers l'avant. À ce moment, Harrison distinguait à peine à 1 mètre dans la fumée, mais elle savait qui restait à l'intérieur. Une femme en fauteuil roulant, visiblement incapable de se déplacer sans aide. Une mère et sa fille, terrorisées, au dernier rang, et 2 autres passagers tentaient encore d'ôter leur ceinture dans la brume. Elle s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard dans la cabine où la fumée noire était seulement traversée de rares lueurs oranges. La toboggan à côté d'elle s'affaissait et la chaleur qui traversait la porte était si intense qu'elle faisait onduler son uniforme. Les cris venant de l'extérieur étaient faibles et étouffés, l'exhortant à sortir, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle se retourna et replongea dans la fumée. Elle devait savoir qu'elle ne pourrait probablement pas sauver tout le monde, mais elle allait au moins essayer. Elle s'est accroupie, appelant la femme en fauteuil roulant, puis elle a avancé dans l'allée à travers l'obscurité et la fumée, tâtonnant pour progresser. Dehors. Des témoins ont déclaré plus tard qu'ils avaient vu sa silhouette apparaître brièvement dans l'embrasure de la porte, une fois de plus, éclairée par la lumière de l'incendie, avant qu'elle ne retourne à nouveau dans la fumée. Peu après, un mur de flammes a traversé la cuisine lors d'un embrasement instantané déjà décrit dans mes vidéos précédentes. Et avec cela, tout était terminé. Barbara Harrison n'a jamais été revue, et les passagers qu'elle était retournée aider, y compris la femme en fauteuil roulant, la mère et sa fille, ainsi que les 2 autres personnes piégées à proximité, ont tous péri avec elle dans ces dernières secondes. Moins de 90 secondes s'étaient écoulées depuis l'arrêt complet de l'avion, et, miraculeusement, tous les passagers, sauf 5, avaient réussi à quitter l'appareil. À 17h10, environ 30 minutes après l'atterrissage, l'incendie a été déclaré maîtrisé. Le fuselage à l'arrière de l'aile a été complètement détruit par l'incendie, tandis que la cabine avant et le cockpit sont restés en grande partie intacts. L'enquête de la division britannique sur les accidents a débuté quelques heures après l'accident, et ils ont récupéré le moteur dans la gravière, puis ont rapidement trouvé un disque de turbine brisé montrant de façon concluante la cause de la panne moteur. Mais cela en soi était survivable. Le Boeing 707 pouvait facilement continuer à voler avec 3 moteurs. En fait, ce qui a rendu le vol 712 fatal, c'est ce qui s'est passé après. Une série d'erreurs humaines et procédurales a permis à l'incendie maîtrisable de devenir incontrôlable. Le bureau d'enquête sur les accidents d'aviation a conclu que la performance habituellement professionnelle de l'équipage avait été affectée par une mauvaise conception des checklists et l'ergonomie du poste de pilotage. Les procédures d'incendie moteur et de panne moteur étaient suffisamment similaires pour qu'en situation de stress, on puisse facilement les confondre. Et l'emplacement des interrupteurs d'alerte faisait qu'une seule main mal placée suffisait à annuler le seul avertissement sonore. Ces conclusions ont entraîné d'importants changements dans l'industrie aéronautique. Les checklists des avions ont été modifiés pour distinguer les éléments à retenir, puis ceux-ci devaient être répétés lors de la lecture de la liste. Les panneaux d'alerte incendie ont été standardisés et les aéroports ont modernisé leurs véhicules de lutte contre l'incendie. Tous les véhicules de lutte contre l'incendie doivent désormais pomper en mouvement et projeter de la mousse plus loin. Plus important encore, l'enquête a également reconnu les actions de l'équipage et du personnel de cabine qui ont sauvé 122 des 127 personnes à bord. Le sang-froid du commandant, la coordination de l'équipe et surtout le courage de Barbara Jane Harrison, restée aider les derniers passagers jusqu'à être rattrapés par les flammes, sont devenus des symboles de professionnalisme et d'altruisme. Pour ces actions, Barbara Jane Harrison a reçu à titre posthume la George Cross, la plus haute distinction civile britannique pour bravoure. Elle reste l'une des plus jeunes récipiendaires de l'histoire et la seule femme à l'avoir reçue en dehors d'une zone de guerre. Maintenant, je voulais consacrer un peu plus de temps dans cet épisode à l'évacuation après la partie en vol, parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point cette phase est cruciale.
Si jamais vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci, souvenez-vous que votre équipage de cabine a été formé précisément pour ce genre de scénario. Alors écoutez-les, s'il vous plaît. Laissez tous vos bagages à main derrière vous et évacuez aussi rapidement que possible. À l'extérieur, un groupe de pompiers compétents prendra soin de vous pour maximiser vos chances de survie pendant l'incident. Mais cela dépend que vous suiviez les instructions des professionnels et écoutiez la démonstration de sécurité avant le vol. La raison pour laquelle mon équipe et moi réalisons ces vidéos est d'améliorer votre compréhension de l'industrie aéronautique et de ce qui la rend aussi sûre qu'elle l'est aujourd'hui. Et vous pouvez nous aider dans cette mission en rejoignant notre équipe sur Patreon, en scannant ce code QR ou en allant sur patreon.com/join/mentorpilot. Je m'appelle Mentor Pilot et vous regardez Mentor Pilot. Passez une excellente journée et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.